Cette rentrée judiciaire, prétexte qui offre à justifier cette rencontre sociale de la crème de notre profession et des personnalités venues de partout, demeure une occasion nous permettant, par-delà tout, de saluer avec déférence la présence des hauts magistrats ici réunis pour marquer par leur engagement, leur attachement à la noble mission d'entretenir le flambeau de la justice et la détermination de contribuer à l'avènement d'une justice équitable et crédible. Nos sincères remerciements s'adressent aussi à l'ensemble des personnalités invitées qui ont rehaussé de leur présence l'éclat de la solennité et de la publicité requise à cette cérémonie et qui à la fois ont traduit l'expression de leur soutien à l'œuvre de la justice. Cet élan témoigne pour toute la famille judiciaire de notre ressort d'un signe d'encouragement et de confiance. Mesdames et messieurs, distingués invités, à l'occasion de cette rentrée judiciaire, nous avons résolu de vous entretenir sur les défis contemporains de la justice. De la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Le type d'honneur est rangé pour cette occasion de la rentrée judiciaire à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, exercice 2025-2026. Le aide d'honneur de le commissaire adjoint Mondo Wama Djani. Nous vous invitons à prendre place. Monsieur le procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le premier président de la Cour de cassation, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, Madame la première présidente du Conseil d'État, Monsieur le procureur général près le Conseil d'État, Monsieur le premier président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'auditeur général des Forces armées de la République démocratique du Congo, Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, tous représentés. Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Monsieur le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur l'inspecteur judiciaire, l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires, Monsieur le président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Kinshasa-Matete, chers collègues, Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe et celui près la cour d'appel de Kinshasa-Matete, chers collègues, Monsieur le directeur de cabinet du président de la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs les magistrats, chers collègues,
Monsieur le Président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, Messieurs les directeurs généraux des entreprises publiques, Monsieur le bâtonnier près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, Monsieur le Président de la Chambre provinciale des huissiers de justice près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, Monsieur le bourgmestre de la commune de la Gombe, Mesdames et Messieurs les avocats, Mesdames et Messieurs les agents de l'ordre judiciaire, Mesdames et Messieurs les huissiers, Mesdames et Messieurs distingués invités en vos titres et qualités respectifs. La rentrée judiciaire, symbole de la continuité et de la vitalité de l'institution judiciaire, n'est pas seulement une simple tradition, mais aussi un moment privilégié de réflexion, du rappel à la responsabilité et du renouveau. Elle nous offre l'occasion de réaffirmer notre attachement à certaines vertus de notre profession, à savoir la justice, l'équité et le respect de la loi. Avant d'aborder le fond de notre propos, qu'il nous soit permis de rendre un hommage déférent et mérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement résolu en faveur d'une justice indépendante et crédible, ainsi que pour sa vision éclairée et son attachement aux valeurs républicaine. Cette rentrée judiciaire, prétexte qui offre à justifier cette rencontre sociale de la crème de notre profession et des personnalités venues de partout, demeure une occasion nous permettant, par-delà tout, de saluer avec déférence la présence des hauts magistrats ici réunis pour marquer par leur engagement, leur attachement à la noble mission d'entretenir le flambeau de la justice et la détermination de contribuer à l'avènement d'une justice équitable et crédible. Nos sincères remerciements s'adressent aussi à l'ensemble des personnalités invitées qui ont rehaussé de leur présence l'éclat de la solennité et de la publicité requise à cette cérémonie et qui à la fois ont traduit l'expression de leur soutien à l'œuvre de la justice. Cet élan témoigne pour toute la famille judiciaire de notre ressort d'un signe d'encouragement et de confiance. Mesdames et Messieurs, distingués invités, à l'occasion de cette rentrée judiciaire, nous avons résolu de vous entretenir sur les défis contemporains de la justice, à travers et l'humanité de la justice. Un thème qui nous invite tous à réfléchir sur la manière dont le juge concilie, dans l'accomplissement de sa mission, les impératifs de sécurité juridique et les exigences de justice sociale. À propos, Montesquieu a écrit « La justice n'est pas simplement l'application de la loi, elle est l'art d'équilibrer les droits et les devoirs. » Par cette affirmation, l'auteur refuse une vision purement formaliste et mécanique de la justice qui consisterait à appliquer la loi de la manière aveugle et rigide. À en croire Montesquieu, rendre justice, c'est avant tout chercher le juste milieu entre la rigueur du droit et la réalité humaine. La justice apparaît donc avant tout un art, c'est-à-dire une œuvre de discernement, de sagesse et de mesure. C'est dans cette pensée que rendre la philosophie du droit au Hada sur la réglementation du contentieux d'exécution forcée en général et de saisie immobilière particulièrement, où le juge demeure l'acteur central pour assurer l'équilibre
entre la rigueur du droit des poursuites et les exigences d'humanité attachées à la situation du débiteur. Sous cet angle, le juge, loin d'être un simple arbitre entre deux intérêts opposés, celui du créancier et du débiteur, se doit également être le garant d'un équilibre. Protéger sans paralyser, exécuter sans brutaliser. À notre avis, c'est cet équilibre qui réside la véritable justice de l'exécution. Voilà pourquoi nous avons choisi de cogiter avec vous sur le sujet intitulé « Le contrôle juridictionnel de la saisie immobilière en droit OHADA » entre protection du débiteur et garantie des droits du créancier. Mesdames et messieurs, distingués invités, non sans doute, la saisie immobilière constitue l'une des voies d'exécution les plus intrusives du patrimoine, c'est-à-dire qui compromettent gravement la capacité du débiteur à utiliser ses biens immeubles, voire l'immeuble abritant son domicile ou son activité professionnelle. Elle requiert une vigilance accrue du juge pour prévenir les abus et garantir le respect des droits fondamentaux du débiteur, tout en assurant la sécurité juridique et l'effectivité du droit du créancier à une exécution juste, rapide et efficace. Le sujet retenu s'inscrit dans la problématique au cœur de la mission du juge, de concilier la rigueur du droit avec les exigences de l'équité. Le juge est ainsi appelé à jouer un rôle d'équilibriste, protéger sans entraver, garantir sans affaiblir. C'est autour de cette dialectique que s'articulera notre propos en trois axes. Le premier traite de la portée et du fondement juridique du contrôle juridictionnel de la saisie immobilière. Le deuxième se rapporte au rôle du juge face à la tension entre la protection du débiteur et la garantie des droits du créancier. Le dernier se penche sur les enjeux et perspectives du contrôle juridictionnel de la saisie immobilière. Dans le premier axe, il est question d'élucider la portée du contrôle juridictionnel, son fondement et la juridiction compétente. S'agissant de sa portée en droit, le contrôle juridictionnel en matière de saisie immobilière consiste en l'intervention du juge pour vérifier la légalité et la régularité de la saisie avant ou pendant son exécution, afin de protéger à la fois les droits du créancier et ceux du débiteur. Il empêche que le créancier saisisse abusivement ou irrégulièrement le bien immobilier du débiteur, tout en lui permettant de recouvrer sa créance de manière encadrée et légale. Ce contrôle intervient comme garde-fou nécessaire à la propriété privée. Le fondement juridique, ce contrôle sur sa valeur normative de la Constitution, de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution ainsi que des lois nationales. La Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée à ce jour, consacre le principe de la légalité de l'exécution forcée. Cependant, les modalités concrètes d'exécution sont régies principalement par l'acte uniforme précité et les dispositions du droit judiciaire interne auxquelles le droit OHADA renvoie, ainsi que celles qui ne lui sont ni contraires ni identiques. Parmi les dispositions majeures établies à propos, il y a lieu de citer, premièrement, celle qui pose le principe de la vente forcée d'immeubles qui ne peut être poursuivie en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La poursuite peut également avoir lieu en vertu d'un titre exécutoire par provision ou pour une créance en espèces non liquidée. Mais l'adjudication ne peut être effectuée que sur un titre définitivement exécutoire et après la liquidation.
Celle relative au caractère d'ordre public de la procédure de saisie immobilière, suivant laquelle toute clause insérée dans une convention d'hypothèque pour une vente par voie parée, de gré à gré ou portant sur un immeuble individu ou n'appartenant pas au débiteur est réputée nulle et non avenue si elle n'a pas été soumise à la procédure de saisie immobilière prescrite par la disposition précitée. Cette nullité sanctionne également toute clause de dation en paiement se rapportant à un immeuble, autrement appelé le pacte provisoire, qui permet aux créanciers de devenir automatiquement propriétaire d'un immeuble hypothéqué si le débiteur ne parvient pas à honorer ses obligations. À propos de la juridiction de contrôle, il s'agit du juge de l'exécution. Le juge compétent à résoudre des difficultés afférentes, voire inhérentes à la légalité ou à la régularité de l'exécution, envisageable ou déjà entreprise. Il y a lieu cependant de différencier le juge de l'exécution visé à l'article 49 de l'acte uniforme susvisé et la juridiction de l'exécution concernée par l'article 248 du même acte uniforme. L'article 49 renvoie au président de la juridiction compétente ou au juge délégué à qui est attribuée la compétence de connaître en matière mobilière de tout litige ou de toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire. Par contre, suivant l'article 248, la vente est poursuivie, non devant le président de la juridiction compétente, mais devant la juridiction compétente pour trancher les litiges en matière de saisie immobilière dans le ressort de laquelle se trouve l'immeuble. À propos de la désignation de la juridiction compétente pour trancher des litiges en matière de saisie immobilière, le législateur communautaire l'a renvoyé au pouvoir de chaque État partie. Il en est de même du président de la juridiction compétente visée par l'article 49 pour connaître du contentieux d'exécution en matière immobilière. À l'interne, la loi organique du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire indique en son article 113 les tribunaux de grande instance comme les juridictions compétentes sont les juridictions compétentes à connaître de l'exécution de toute décision de justice, à l'exception de celle des jugements des tribunaux de paix qui relèvent de la compétence de ces derniers. Néanmoins, la pratique judiciaire avait consacré une dérogation suivant laquelle le tribunal de commerce procédait à l'exécution de ses propres décisions de justice. Cette pratique, longtemps tolérée par nécessité de célérité et de cohérence juridictionnelle, a été formellement normalisée par la loi du 10 décembre 2023 ayant modifié et complété celle du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce en ses articles 17.10 et 34. La question reste entière en ce qui concerne le tribunal du travail qui, jusqu'à ce jour, n'ont légalement aucune compétence pour connaître de l'exécution de leurs décisions et partant ne peuvent pas procéder en contentieux d'exécution. Cependant, dans la pratique, l'on constate une tendance analogue à celle longtemps observée dans les tribunaux de commerce avant la loi de 2023. La saisie immobilière est une procédure qui consiste à rendre indisponible un bien immeuble appartenant au débiteur afin de le vendre et d'affecter le prix au paiement de la dette. Avant d'analyser la tension qui s'y soulève et pour laquelle le juge intervient comme garant incontournable de protection et de garantie des droits de l'un comme de l'autre, il y a lieu de clarifier le rôle respectif du créancier et du débiteur dans ce rapport d'exécution forcée. Le créancier, maître de l'impulsion procédurale d'exécution forcée, ne peut déclencher la procédure d'exécution forcée que dans le strict respect des conditions imposées par les articles 246 à 323 de l'acte uniforme précité. Il doit agir de bonne foi et proportionnellement à sa créance, car la saisie d'un bien d'une valeur manifestement excessive pourrait être qualifiée d'abusive
et engage sa responsabilité civile. La jurisprudence congolaise exige le respect strict des formalités. Quant aux débiteurs, bien qu'étant sujet passif de la contrainte, ils conservent des droits procéduraux essentiels. De contester en vertu de l'article 49 de l'acte uniforme la régularité de la saisie devant le juge de l'exécution et de solliciter des délais de grâce ou les sursis à exécution. C'est dans ce contexte que certains biens du débiteur, en raison de leur utilité familiale ou sociale, demeurent insaisissables. Quant au rôle du juge, la tension entre la protection du débiteur et la garantie des droits du créancier se manifeste avec une acuité particulière lorsque la saisie porte sur des biens qualifiés d'indispensables à la vie familiale, tels que la résidence principale ou les meubles nécessaires à l'existence quotidienne. En effet, si le droit des sûretés et des voies d'exécution consacre le droit du créancier à obtenir le paiement de sa créance sur le patrimoine de son débiteur, il reconnaît également, par souci d'humanité, certaines limites destinées à préserver la dignité du débiteur et à assurer la survie de sa famille. Face à ce conflit de valeurs, le juge de l'exécution est appelé à exercer un contrôle de proportionnalité afin d'éviter qu'une mesure d'exécution ne dégénère en atteinte excessive aux droits fondamentaux du débiteur. Cette démarche traduit une humanisation progressive du droit de l'exécution forcée, perceptible tant dans la jurisprudence OHADA que dans les expériences étrangères et la pratique congolaise. La jurisprudence OHADA tend à ce jour vers une exécution plus équilibrée. En effet, la CCJA, bien qu'elle n'ait pas expressément consacré l'insaisissabilité du logement principal, a reconnu au juge national un pouvoir d'appréciation lui permettant de suspendre ou moduler une saisie lorsque celle-ci révèle un abus de droit ou une atteinte disproportionnée à la situation du débiteur. Cette orientation ouvre la voie à une lecture équilibrée du droit d'exécution, conciliant l'efficacité du recouvrement et la protection du minimum vital. En droit comparé, la jurisprudence française relative à l'insaisissabilité du logement familial peut, à suffisance, édifier le juge congolais dans l'humanisation progressive du droit de l'exécution forcée. Dès la loi du 29 juillet 1998, la France a proclamé l'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel, consacrant ainsi le principe selon lequel le logement familial est un bien indispensable à la vie. En droit congolais, l'on note une tendance heureuse vers une humanisation de la saisie immobilière. Le droit positif congolais ne se consacre pas encore expressément l'insaisissabilité du logement familial. Cependant, la Cour constitutionnelle a à plusieurs reprises affirmé que toute mesure d'exécution doit respecter la dignité humaine et les droits fondamentaux de la personne, notamment à travers le principe de la proportionnalité. Outre cette tendance conjointe vers l'humanisation, plusieurs décisions de justice démontrent l'effectivité du contrôle juridictionnel de la saisie immobilière en droit OHADA, dont les enjeux demeurent majeurs ainsi que les perspectives y afférentes. Concernant son effectivité, le contrôle juridictionnel de la saisie immobilière procède du contentieux de l'exécution porté à la connaissance du juge ou de la juridiction compétente. Plusieurs décisions judiciaires démontrent à suffisance que ce contrôle est effectif. Néanmoins, cette activité du juge ou de la juridiction ne va sans défi contemporain de mise en œuvre pour régler la tension entre le débiteur et le créancier. À propos des enjeux les plus saillants auxquels est confronté le contrôle juridictionnel, l'on peut compter principalement
l'articulation problématique entre la législation nationale et le droit WADA, due à la question essentielle d'harmonisation des textes dans ce qui est contraire, identique ou maintenu. Aucun document d'harmonisation n'a été porté à la connaissance ou n'ayant fait l'objet d'échanges avec les praticiens du droit et particulièrement les juges. L'insuffisance des garanties procédurales et l'absence d'une législation claire devant permettre au débiteur de faire valoir son droit au logement ou à la dignité humaine. Le défaut de formation approfondie en droit d'exécution, précisément sur les techniques de la saisie immobilière, entraînant un déficit de connaissances sur le règlement en temps utile des contentieux d'exécution complexes. L'absence au sein des institutions de crédit ou des entreprises commerciales des cadres spécialisés en matière de saisie immobilière, voire le déficit d'expertise en cette matière dans certains cabinets d'avocats. À ces enjeux, nous avons réfléchi sur quelques perspectives d'une meilleure efficacité et effectivité du contrôle juridictionnel en matière de la saisie immobilière, parmi lesquelles on peut suggérer essentiellement l'introduction d'une protection légale au logement familial afin d'assurer un équilibre entre les droits du créancier et la dignité du débiteur. Le renforcement de la formation continue et approfondie des magistrats, avocats, huissiers de justice et juristes d'entreprise en droit de l'exécution et gestion immobilière. L'harmonisation imminente dans un seul code, en l'espèce Code des voies d'exécution, devant contenir l'acte uniforme au WADA et seules les dispositions du droit interne non contraires ni identiques. La clarification des mécanismes de collaboration entre magistrats, huissiers et conservateurs des titres immobiliers avec la mise en place de la numérisation du registre foncier et de la publicité des ventes immobilières pour plus de transparence. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, vous conviendrez avec nous que le contrôle juridictionnel de la saisie immobilière traduit de manière éloquente la pensée de Montesquieu, selon laquelle la justice, c'est l'équilibre des droits de chacun et le devoir de tous. C'est dans ce contexte que la justice se présente non pas comme une simple application mécanique de règles de droit, mais comme une œuvre d'équilibre visant à préserver à la fois sécurité juridique et dignité humaine. Il convient de rappeler que l'immeuble est traditionnellement considéré comme un élément essentiel du patrimoine d'un individu, lequel constitue une garantie fiable aux prêteurs lors de l'accès au financement et au développement du crédit. C'est pourquoi le juge est appelé à assurer la conciliation des deux impératifs d'égale valeur. D'une part, la garantie du créancier à l'exécution de sa créance, et d'autre part, la protection du débiteur contre les abus et les atteintes à ses droits fondamentaux. Le contrôle juridictionnel apparaît dès lors comme une composante de l'état de droit, en ce qu'il prévient les dérives de la puissance économique et rappelle que la finalité du droit est la mesure et non la domination. Cependant, l'effectivité de ce contrôle dans notre pays demeure tributaire de plusieurs défis si haut relevés, auxquels nous avons formulé quelques pistes de réforme pour renforcer la transparence, la célérité et la régularité dans la procédure de la saisie immobilière. Puissions-nous, en notre qualité d'acteurs judiciaires, magistrats, avocats, juristes d'entreprise, huissiers de justice, greffiers, agents de vente, experts immobiliers et conservateurs des titres immobiliers, en cette rentrée judiciaire, renouveler notre engagement à faire du pouvoir judiciaire un pilier de l'état de droit et un moteur de développement.
Il appartient à tous les acteurs judiciaires et principalement aux juges d'œuvrer pour le triomphe de la justice et des exécutions forcées afin que celle-ci soit, dans sa mise en œuvre, respectueuse des droits du débiteur et efficace pour le rétablissement du créancier dans ce droit. Sur ce, je déclare la reprise des activités judiciaires par la Cour de l'appel de Kinshasa-Gombe pour l'exercice 2025-2026. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le pouvoir judiciaire. Je vous remercie. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, le procureur général et ses conseils, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire ici représenté, et partant à ou non qualité ou droit déposer les actes de la profession. De la sorte, ce texte, Monsieur le procureur, décision 042 susvisée avait déjà connu un juge est tenu de se soumettre par égard à l'article 150 conformément dans l'article 66 alinéa 1er l'exécution des actes législatifs, des actes réglementaires et sans crainte d'être contredit qu'en cas d'inobservance aussi intérieur car l'avocat hors la loi, juge et le ministère public devant lesquels Madame le Premier Président, Monsieur le Procureur général, nous serons allés dans le ressort d'une cour d'appel et d'instruire par une note circulaire au moindre constat que celui qui comparait dans les ressorts de notre barreau de Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, de Madame le Premier Président de Kinshasa, Gombe, toute autorité judiciaire avec lesquelles nous avons eu des échanges très fructueux sur laquelle la manifestation de la volonté commune de lutter totalement avec le concours de chacun de nous, mis hors d'état de nuire et la... Et passe la parole au procureur général pour son allocution. La cérémonie de ce jour trouve son fondement dans l'article 64, alinéa 2 de la loi organique numéro 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence d'exécution de l'ordre judiciaire qui impose à chaque cour d'appel de tenir l'audience solennelle et publique de sa rentrée judiciaire le 29 octobre de chaque année. Et pour des raisons particulières, au choix de ce terme, au fait d'interpeller la population en général et les autres acteurs judiciaires en particulier pour juger des crimes de masse. Fondement. Si elle peut appeler maintenant pour confirmer.
Chers amis photographes, président de la haute cour militaire, représenté, monsieur le leader général des forces armées congolaises, également représenté, et son excellence, monsieur le ministre d'État, ministre de Justice et des Gardes Sceaux, ici représenté, spécial du chef de l'État, ici représenté, mesdames et messieurs les hauts magistrats de la Cour constitutionnelle, monsieur le président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, monsieur le gouverneur, monsieur le procureur général de Pessékou, monsieur le premier président de la Kinshasa Gombe, procède à la rentrée de l'année 2025-2026, la Cour d'appel de Kinshasa vous présente